téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parole aux médecins. Je l'ai toujours dit, tout être vivant est un malade qui s'ignore. Voilà pourquoi nous avons conçu pour vous cette émission Parole aux médecins. Alors, fidèles téléspectateurs, ce soir, nous allons parler de dysfonctionnement sexuel chez la femme et les complications par rapport à la reproduction. Alors, avec qui on en parle? Eh bien, je ne m'invente pas, mais j'ai toujours reçu des spécialistes. Je suis avec le docteur Michel Wonia, qui est un sexologue et le médecin directeur de l'hôpital Clinique du Moment sur Kintambo Magasin, à qui je dis bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci de répondre à notre invitation, docteur. C'est moi qui vous remercie, madame, de m'avoir invité. D'accord. Alors, docteur, nous parlons de dysfonctionnement sexuel chez la femme et les complications sur la reproduction. D'abord, nous voulons savoir c'est quoi un dysfonctionnement sexuel. Merci beaucoup. C'est le plus grand sujet. C'est vraiment assez étonnant de trouver un sujet pareil pour savoir. Et c'est les gens entendent dysfonctionnement. Ils pensent que c'est seulement les hommes qui doivent avoir des complications sur la sexualité et des complications sur la reproduction. Mais cette fois-ci, nous épinglons sur le dysfonctionnement uniquement chez les femmes, qui veut dire que le dysfonctionnement n'est rien autre que l'inconfort, l'incapacité qu'a une femme à atteindre la satisfaction sexuelle. Ce sont les complications qui ne permettent pas à atteindre l'orgasme. Voilà ce qu'on appelle un dysfonctionnement. C'est l'incapacité, l'inconfort qu'a la femme à atteindre son partenaire, l'orgasme. D'accord. Alors, docteur, il y en a combien comme ça chez la femme? Merci beaucoup. Le dysfonctionnement n'est rien autre que sur lequel il y a au moins plusieurs types qui sont regroupés à des grandes catégories de dysfonctionnement sexuel chez la femme. D'accord. Nous avons nous avons la frigidité. C'est le confort d'une femme à avoir l'envie, suite à une diminution de libido, envie d'avoir le contact avec son partenaire. C'est ce que nous appelons la frigidité. C'est le manque de libido, manque d'envie, manque de soutenance ou de l'excitabilité d'une femme que nous appelons la frigidité. D'accord. Et secondo, nous avons également ce que nous appelons la dyspareunie. La dyspareunie, cette dyspareunie, c'est-à-dire incapacité de contact, difficulté de contact. Donc, la femme est incapable de recevoir son partenaire. Il a les douleurs intenses pendant les contacts. C'est ce que nous appelons la dyspareunie. D'accord. Et cette dyspareunie, madame, il y en a trois petits points. Nous avons il y a une dyspareunie de l'intromission, c'est-à-dire dyspareunie des contacts de l'œuvre de la femme avec les contacts de pubis de l'homme. D'accord. Donc, c'est ce que nous appelons la dyspareunie des contacts. Nous avons la dyspareunie des profondeurs. La dyspareunie des profondeurs n'est rien autre que c'est pendant l'acte sexuel, la douleur, toute pénétration profonde entraîne une douleur. C'est-à-dire qu'il y a une intoxication de point G. Au niveau de la pénétration dans le corps de la femme, nous avons le point G qui est le point incriminant, le point essentiel, le point de stimulation du contact du cerveau. C'est la partie qui représente le cerveau de la femme dans son organe. Et ce point, lorsqu'ils sont inflammés, il y a une douleur au niveau de ce point-là, les contacts du cerveau, il y a un problème au niveau du cerveau, et cela a amené ces problèmes jusqu'au niveau de l'organe génital de la femme. D'accord. Et c'est pourquoi les contacts de profondeur deviennent une douleur. Le point G, c'est le point sensible qui amène une femme à l'orgasme. D'accord. Ça, c'est le deuxième point, madame. Et le troisième point et le dernier, nous avons la dyspareunie totale, c'est-à-dire dans la pénétration, pendant l'acte sexuel et après l'acte sexuel, il y a les douleurs profondes dans l'organe de la femme. Et voilà, ce sont les trois grands points qui résument la dyspareunie qui est égale à la douleur de contact pendant le rapport sexuel chez la femme. D'accord. Alors, docteur, lobby français pe mo mingi nga linga en émission nga toloba mingi linga la pe mo ndambo français to lobby pour batuba yoka. J'aimerais juste savoir le personne à risque. Est-ce que ezaka pona bano bazokola 20 ans, 18 ans babandi déjà relation sexuelle, ou c'est quand on est grand, une grande personne, ozo qui est la ménopause, ne maramane salema. Merci beaucoup, madame.
les maladies sexuelles ne dépendent pas de l'âge. Lorsqu'on arrive de la puberté jusqu'à la mort, la sexualité, c'est la chose la plus heureuse du monde. Ok. C'est un cadeau de la vie que Dieu a donné aux hommes, D'accord. aux êtres vivants. L'acte sexuel, c'est la vie. Sans sexe, il n'y a pas une vie. Et lorsqu'une femme vous arrive à la puberté qui commence de 9 ans jusqu'à 25 ans chez les femmes, et à partir de 9 ans, vous allez voir les bourgeois de tétés commencent, les bourgeois mammaires, le développement des caractères sexuels secondaires, le poil, les seins, la sortie de clitoris. Et il y a beaucoup tant d'autres qui sortiraient qui va déterminer la maturation des caractères sexuels secondaires. Ok. Lorsque la femme est atteinte à ce point, si il est maintenant à temps normal d'être une femme. Et normalement, lorsqu'on a ces caractères respectés, on peut développer les maladies que lorsqu'il y a des causes et qui initient la pathologie. Nous avons des grandes causes que nous avons. Premièrement, nous avons la cause organique. Deuxièmement, nous avons une cause psychologique qui entraîne le dysfonctionnement sexuel chez les femmes. Nous avons des grandes causes. La cause organique, c'est une cause due à de troubles de fonctionnement des organes, d'une malformation congénitale, qu'on peut parler de la génésie des organes. On peut également parler de la génésie des organes, de dysplasie des organes. Donc, les organes sont devenus rédimateurs, devenus très petits, n'ont pas développé. Les organes qui ne se communiquent pas entre eux peuvent amener que la personne n'a pas de plaisir sexuel. D'accord. Et ça, c'est dans le cas des malformations congénitales. Mais il peut y avoir aussi des maladies. Dans les maladies chroniques, et peuvent amener à ça, comme diabète, hypertension. Il y a aussi des maladies liées à des infections sexuellement transmissibles peuvent amener que la personne puisse se développer et c'est un inconfort sexuel qu'on appelle dysfonctionnement sexuel. Ça, c'est les causes organiques. Nous avons également les causes psychogènes. Ce sont les causes liées à la psychogénité, c'est-à-dire liées au stress, liées à des surménages, liées à des déceptions, liées à des échecs. Et ce sont les causes qu'on appelle des conditions dépressives. Et ce sont des causes qui amènent que la personne puisse développer la maladie sexuelle. Supposons par exemple, nous avons parlé de la frigidité. Lorsqu'une personne a été déçue par son partenaire, qu'il a mené aux anges et qu'il a attrapé avec un autre partenaire, il n'aura jamais l'envie d'être en contact avec lui, donc il développe maintenant les dégoûts. Ok. Ça peut amener ça. Il peut y avoir également la diminution de libido. Cette diminution peut être une condition sine qua non psychogénité. Lorsqu'il y a un problème psychologique atteint, il développe le stress et ça bloque la sécrétion au niveau du cerveau de la sérotonine, qui est une hormone qui se sécrète de la jouissance au niveau du cerveau. Et c'est que la personne est stressée, cette hormone ne sortira pas au niveau du cerveau, dont la personne va découvrir ce qu'on appelle la diminution de la libido. Et donc, il peut y avoir la diminution de libido, l'amène de stress. Ce stress amène aux diminutions de libido et il n'a pas de plaisir d'excitation sexuelle. Ça, c'est deuxièmement. On peut également avoir ce problème psychogène qui entraîne le douleur parce qu'il n'a pas besoin de contacts sexuels. Il peut faire 3 mois, 3 ans suite à cette dépression-là et la personne se sent de douleur par-ci, par-là. D'accord. Également, madame, il y a des conditions sine qua non, ce que nous appelons des causes idiopathiques. Ce sont des causes dues par rapport à des maladies. Les causes dues par rapport aux médecins traitants, au corps soignant donc. C'est-à-dire des causes maladies qu'on trouve à l'hôpital, ce qu'on appelle les maladies iatrogènes, ou aussi des maladies qu'on peut trouver à domicile en train de prendre des traitements ambulatoires. Et c'est ce que nous parlons de maladies causées par les corps soignants. Encore peut-être de l'hypertension artérielle, et que les antihypertenseurs, nous avons des antihypertenseurs centraux qui ont joué un rôle dans la dilatation de vaisseaux. Et le vaisseau, c'est le dilaté dont la pression du sang va diminuer, le corps caverneux, et la personne n'aura pas l'érection chez l'homme. Et chez la femme également, la diminution de la quantité de sang qui serait injectée dans la clitoris. À ce moment, la femme n'aura pas de satisfaction, d'où plaisir sexuel. Donc, les antihypertenseurs diminuent le libido chez l'homme
que chez la femme. D'accord. Nous avons également d'autres familles de médicaments, les antidépresseurs. Ce sont les médicaments qui jouent dans le rôle des tranquillisants. Ils ont aussi également cet effet secondaire dans la diminution de libido et des capacités sexuelles chez les femmes que chez les hommes. OK. Voilà le cause qui initialisa la pathologie. D'accord. Alors, docteur, les gens qui disent que les femmes obèses ont des problèmes de dysfonctionnement sexuel. Est-ce qu'ils ont solo? Par rapport à par rapport à l'équipe ils ont des problèmes de dysfonctionnement sexuel. Merci beaucoup. Si la femme est mince, il raconte des problèmes psychologiques et des déceptions, des échecs, des surménages, il peut développer des problèmes psychologiques qui peuvent entraîner des problèmes sexuels. Mais la femme est grosse par sa grandeur, parce que l'obésité, c'est une pathologie qui détruit le fonctionnement du corps, qui amène l'odeur du poids. Le corps, il ne sera pas capable de servir beaucoup plus, d'être beaucoup plus apte sur les conditions sexologiques. Donc, il est conseillé d'éviter l'obésité. Mais une femme grosse qui n'a pas eu de conditions psychogènes, s'il n'a pas eu de maladies, il va fonctionner normalement, même elle est grosse. Mais si elle développe l'obésité qui l'amène à des maladies de l'hypertension, qui amène à d'autres maladies, et manque d'hygiène, ça peut également l'amener aussi à des problèmes psychologiques parce que les hommes vont commencer à le bouder. Et aussi, le temps qu'il il peut développer maintenant la tique contre ces hommes-là et les libidos vont dans son corps. D'accord. Parce qu'elle n'est pas souple, elle n'arrive pas à amener aussi le plaisir chez son partenaire. Donc, l'obésité, c'est une maladie. Mais être grosse, ce n'est pas une maladie. Il y a des femmes grosses qui sont souples et qui pratiquent leur sexualité en bon escient et qui n'ont pas de problèmes psychogènes. Ils sont aptes et satisfaits les partenaires. D'accord. Alors, docteur, Bongo Basi Obazakanaba, on appelle les femmes vélues, plus vélues, Babi Bazakanaba, hormone Mingami Bali. Cela fait que va connaître un problème à dysfonctionnement sexuel. Merci beaucoup, madame. Les femmes vélues, les femmes qui ont beaucoup de poils, qui sortent même des barbes. Ce sont des femmes qui ont la maladie, oui. C'est une maladie hormonale. Et cette pathologie-là permet aussi à développer beaucoup plus la testostérone que la progestérone. Mais si elle a un monsieur qui la dorlote, qui stimule le peu qu'elle a, elle va revenir à la capacité de la femme. Ouais, parce que ces femmes-là se comportent plus comme les hommes. Oui, parce qu'ils ont la prédominance de l'hormone masculine. D'accord. Et plus l'hormone masculine, nous avons parlé de la testostérone à la place de la progestérone. OK. Vous comprenez? Et c'est ça qui amène que cette pathologie peut empêcher même beaucoup de conceptions chez certaines femmes. D'accord. Donc, lorsque la personne dépasse 35 ans sans mettre au monde, elle a les difficultés de concevoir. Mais celle qui est venue, qui a commencé à concevoir à 18 ans, elle peut concevoir jusqu'à 45 ans, 50 ans. Parce que les corps sont habitués, il faut le faire plus tôt, trop tôt, et tu vas continuer avec. Mais quand tu attends à 35 ans, ils ont beaucoup plus de difficultés de concevoir parce que les corps sont habitués à cette pathologie. D'accord. Alors, docteur, merci pour cette pathologie s'appelle hyperandrogénie. Hyperandrogénie. Donc, une femme qui a plus d'hormones masculines. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé de l'andropause. OK, on a parlé de l'andropause chez les hommes. D'accord. Et alors, cette femme, elle a plus les hormones masculines, ça s'appelle androgénie. Une hyperandrogénie. Donc, c'est ça la pathologie. Merci, docteur, pour la précision. Alors, docteur Tolobeli Bakose, la femme puisse connaître le dysfonctionnement sexuel. Alors, nous allons y revenir avec les complications. Est-ce que tu peux comprendre que cette femme devient frigide? Dysfonctionnement, c'est la dyspareunie. La dyspareunie. Est-ce qu'il y a des symptômes pour voir ça? Merci beaucoup. Les symptômes sont visibles à l'œil nu et pendant l'acte sexuel, pendant le plaisir sexuel que l'homme désire. Okay. Ils sont à l'œil nu, c'est par rapport au comportement. La femme est trop nerveuse,
trop excitatif. Mhm. Et puis, cette femme également, donc la névrosité, elle n'arrive pas à tolérer des choses. C'est un peu vous stimuler pas. Le gronde beaucoup à tout moment. Nerveuse, vraiment, en général. Mhm. Et cette femme se comporte réellement comme quelqu'un qui ne vit pas. D'accord. Ouais, quand on est privé de la sexualité, on sent qu'il y a un vide quelque part. Mhm. Et quand on sent qu'on est vide, quand on cherche à compenser, il cherche à compenser par la féminité. Donc, montrer ses caractères de femme dure. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, vous allez constater ça, que la femme n'est pas souple, elle n'est plus patiente. OK. Vous comprenez? Mhm. Et elle est vraiment fit. Donc, elle est trop rapide, il répond rapidement, elle est trop fâchée à tout moment. Donc, elle est nerveuse en général. Cette femme devient nerveuse. D'accord. Sur le plan sexuel, vous allez constater que la femme ne mouille pas. Et quand vous forcez l'acte sexuel, elle se blesse. Et quand vous pouvez faire ce rapport, elle est en train de jouer avec son téléphone. Aucun jour que la femme n'a demandé un rapport avec son mari. Donc, chaque jour, cette femme-là, il faut elle cède à son mari pour éviter que cet homme ne sorte pas. Mhm. Parce que l'homme là est l'ouvrier qui cherche l'argent pour nourrir lui et ses enfants. D'accord. Mais alors, c'est pourquoi elle peut céder, accepter d'être blessée pour céder. Ou bien utilise de liquide pour lubrifier. Mhm. Ok, elle a l'âge de la lubrification parce que de 11 ans jusqu'à 45 ans, on a l'âge de lubrification. D'accord. Et à partir de 45 ans, on doit adapter cette lubrification pour que ce puisse être continuel. OK. Alors, docteur, le femme ménopausée, est-ce que bango peut causer un facteur ou un la dysfonctionnement sexuel? Merci beaucoup, madame. Le femme, quand on appelle ménopause, c'est la diminution ou l'arrêt des systèmes de reproduction chez l'homme. Est-ce que La cela ne diminution peut pas de libido, causer aussi non, ce n'est la ménopause, le c'est un dysfonctionnement? facteur qui diminue les libidos chez la femme, mais qui devait être adapté. Si elle est adaptée à ça, elle devient encore plus jeune qu'avant. Mhm. Une femme ménopausée vit mieux dans sa sexualité que celle qui a des problèmes. D'accord. Donc la ménopause n'est pas une barrière, mais c'est un facteur favorisant à une personne de développer la frigidité. Mais si vous l'avez vu, vous l'avez contrecarré, il n'y aura pas ces problèmes de frigidité. Donc, être ménopausé n'est pas synonyme d'être frigide ou de développer la dyspareunie. D'accord, docteur. Alors, nous arrivons aux complications sur la reproduction. Alors, quelles sont ces complications qu'une femme qui a le dysfonctionnement sexuel peut avoir sur sa reproduction? Merci beaucoup, madame. Nous avons des complications, si vraiment bien. Il y a des complications mineures et des complications majeures. D'accord. Dans ces complications mineures, nous avons manque d'appétit sexuel. Nous avons les libido étant fini. Nous avons manque de sensibilité. Nous avons manque de sécrétion vaginale. Nous avons beaucoup et manque d'activité aussi. Alors maintenant, les complications majeures sont 1. Il n'y a pas de sécrétion, c'est-à-dire rareté des rapports. Il n'y aura pas de rapports. Or, que les périodes ovulatoires ne sont difficiles à les connaître. Donc, c'est difficile. Quand il n'y a pas de réalité, parce que le rapport sexuel est indiqué dans un foyer, le minimum est 12 fois le mois, le maximum c'est 21 coïts le mois. Pour sauver votre foyer, le maximum 1 de 21 coïts le mois. Pour sauver votre foyer, ton mari à ne pas développer la prostate. 12 fois le mois. Le minimum, c'est 12 fois, donc 3 fois la semaine, et le maximum jusqu'à 21 fois le mois. Okay. Donc, vous pouvez aller à 7 fois la semaine. Donc, 7 ou 5-6-7, vous atteignez 21 fois le mois. Okay. Donc, il est conseillé. Alors maintenant, quand la femme est devenue malade, il n'aura pas ce temps de faire ça parce qu'il a des douleurs. Vous pouvez faire rapport aujourd'hui et faire une semaine. Donc, il y a la rareté des rapports entraîne également manque de la chance de la conception. Vous savez très bien que la conception chez une femme, c'est 24 heures que l'ovulation, l'ovogénèse va produire l'ovule. Cette ovule va durer 24 heures. Et lorsque vous faites l'intervalle d'une semaine de rapport, donc il y a la chance devient réduite de trouver la grossesse. Donc, c'est ça qui entraîne la stérilité. Deuxièmement, sur le plan donc, physiologique, vous allez voir que les sécrétions de l'homme ne durent pas dans son organe plus longtemps parce que l'homme normal, ces sécrétions doivent vivre au moins 72 heures. Alors maintenant qu'il va les sécréter,
et que l'acidité du vagin va permettre l'absorption totale et va tuer tous ces spermatozoïdes. Ok. Parce que la femme ne mouille pas. Mhm. Or, quand la femme sécrète, cette humidité-là, cette neutralité de la sécrétion, parce que les sécrétions sont, le pH est neutre. Cette neutralité permet de donner la chance au spermatozoïde de vivre ces 72 heures pour donner la chance à la fécondation. Ok. Donc, la possibilité d'avoir les enfants diminue chez une femme qui n'est pas excitée. Deuxièmement, nous avons une complication que nous appelons leur puissance sexuelle secondaire. Chez la femme aussi, ça Oui, existe. parce qu'il n'y a pas l'engorgement du sang au niveau de lèvres, de clitoris, donc les organes de reproduction chez la femme, il n'y a pas un engorgement du sang. Comme les autres tambolatés, il n'y aura pas maintenant cette excitation, donc il y a béance de l'organe de la femme. Donc, les femmes aussi sont impuissantes sexuellement. Il y a des femmes impuissantes qui n'ont pas le sang dans le clitoris, ne fait pas des érections. La femme fait des érections, madame. Ok. Mais c'est un organe purement interne. Et quand il a une érection, ça comprime l'organe de l'homme. Donc, il est sensible. Et lorsqu'elle est excitée, le clitoris se remplit, les lèvres sont devenues sensibles, se remplit du sang et ça gonfle. Maintenant, ça comprime l'homme, ça que cette femme vibre. Et quoi, ça est la bonne organe sexuel. Mais lorsque la femme n'est pas excitée, son organe est béant et sécrète beaucoup de liquide. Ok. Voilà, c'est pourquoi il y a des femmes qu'on appelle hydrovagines, sont des femmes impuissantes. Et la femme qui sécrète depuis le rapport, depuis le début jusqu'à la fin, c'est une femme impuissante et malade qui doit voir le médecin le plus proche. D'accord. Voilà, les complications chez la femme, nous avons l'impuissance de la femme, les satisfactions de la femme, et en plus de ça, nous avons la stérilité qui sera installée. Donc, quand la femme est stérile, vous devez voir que ces couples peuvent ne pas faire une bonne sexualité. Donc, l'homme est impuissant ou la femme est puissante. Également, chez l'homme, il peut avoir aussi un organe petit, court, qui permet pas à la femme de déposer les sécrétions qu'on appelle les spermatozoïdes au lieu convenu pour qu'elle puisse les protéger par les sécrétions vaginales, peut entraîner que cette femme devienne, le couple devient infécond. Donc, en cas de stérilité, nous devons consulter et l'homme et la femme pour enlever l'équivoque de cette pathologie ou donner un bon traitement. Voilà, parce que des arabes incriminent si on lance la femme qui ne produit pas. Donc, ça, c'est les complications. On peut y avoir aussi les complications. Nous avons parlé sur la stérilité, nous avons parlé sur l'impuissance chez la femme. Nous pouvons aussi avoir des complications néfastes des cours des tribunaux. Ok. Tu vois, il y a des mariages, des divorces, des hommes qui fuient les femmes. C'est parce que cet homme n'est pas satisfait. Elle n'est pas attrapée par l'organe sexuel de la femme. L'homme dépose sa vie sur le sexe de la femme. Lorsque l'homme a déposé la vie sur son sexe, il ne va pas te fuir. Il va aller, il va rentrer là où il a déposé sa vie. Parce qu'il y a une vie dedans. Et lorsqu'il ne trouve pas cette vie-là, l'homme va que partir. Et lorsqu'il ne trouve pas cette vie-là, il y a divorce au cours des tribunaux à cause de l'insatisfaction sexuelle, à cause de l'impuissance de la femme ou de l'impuissance de l'homme. Mais qui ne vont pas vous dire, tous les couples ne vous diront pas, oh, elle est comme ça, oh, il est comme ça. Mais on ne vous dit pas que les clés de la chose, que l'homme n'arrive pas à me satisfaire, cette femme n'arrive pas à me combler au lit. Ok, merci beaucoup. Docteur Michel Louonia, est-ce qu'il y a moyen de prévenir contre ces dysfonctionnements sexuels chez la femme? Merci beaucoup, madame. La prévention, c'est simple. Mais c'est l'arsenal des matières qu'on ne saura pas le dire. Mais si les gens ont des difficultés, ils peuvent me contacter dans mon numéro. Il va avoir des conseils plus amples. Ils peuvent m'appeler au 081 052 57 08. 081 052 57 08 pour avoir de plus amples informations concernant la santé. La prévention existe. La prévention, c'est le bien. On ne saura pas le déterminer parce que la prévention ne dépend de la cause qui a initialisé la maladie. Alors maintenant, avec la médecine préventive, nous faisons des séances, des communications. C'est tel qu'aujourd'hui, nous sommes venus communiquer à cette population que lorsque vous constatez que vous avez un problème de marque d'appétit sexuel, marque d'érection chez les femmes, parce que marque d'excitabilité, c'est-à-dire la femme n'a pas d'érection. Et cette marque d'excitabilité permet à la femme de négliger son partenaire, de négliger son mari, de ne pas sentir l'importance de son mari, et de ne pas sentir la quintessence de son foyer.
dont nous disons que non, nous devons militer en fait que les femmes doivent sentir qu'elles sont au foyer, elles doivent être excitées et gérer leur foyer bien, gérer leur mari dans la sexualité. Le sexe a un pouvoir, madame. Lorsque vous avez votre sexe, vous la femme, vous devez savoir que vous devez l'entretenir bien afin de vous donner l'autorité de gérer ton foyer. Merci beaucoup, docteur. Alors, docteur, quels sont les traitements? Merci beaucoup. Le traitement, il est si simple que l'anamnèse. Le médecin va faire son anamnèse qui commence par l'identité du malade, l'adresse et le poids du malade, la taille également. Okay. Et nous allons passer par les causes qui ont entraîné la maladie et on va faire un diagnostic différentiel. Après le diagnostic différentiel, nous aurons des examens paracliniques et des examens de laboratoire et puis les examens d'imagerie médicale qui nous confirmeront pour certifier les diagnostics afin de donner un traitement. Le traitement, madame, sera basé sur 3 points. Telle a été la cause de la pathologie. Nous avons le traitement organique, comme les causes organiques, c'est-à-dire le traitement doit venir sur les causes qui a initié la maladie. Nous avons un traitement psychologique, l'assurance que le médecin, que l'institution présente à son malade. La capacité du patient et la capacité du médecin détermine la guérison du patient par rapport à l'assurance et de connaître la façon dont le médecin ou le corps soignant connaissent la maladie que souffrent les malades, assure également les malades de sa guérison. La façon dont le corps soignant organise son institution, l'organisation aussi assure la guérison des malades. La façon d'accueillir et d'assurer les malades, c'est aussi un traitement. Donc, le traitement est basé sur le plan psychologique, organique et idiopathique. Donc, ça se fait tellement bel et bien à tous les hôpitaux de la République démocratique du Congo et aussi dans tous les cabinets sexologiques. D'accord. Alors, docteur, est-ce que après le traitement, il y a une guérison? Madame, la clinique du moment que je gère, c'est une institution sexologique. OK. Nous assurons la permanence de la prise en charge de la sexualité au pays. Nous y sommes là pour aider la communauté à vivre dans la sexualité responsable. Okay. La plupart des femmes vivent dans les maladies qu'on appelle anorgasmie. Depuis qu'elle est même mariée au foyer, 15 à 10 ans, n'a jamais senti l'orgasme parce qu'il y a une mauvaise pratique de la sexualité. Donc nous assurons de séminaires, des émissions et des concerts de bandes disposés pour permettre aux gens de pratiquer la sexualité à bon escient et atteindre l'orgasme dans les foyers. Okay. La chose la plus heureuse, c'est assurer une bonne sexualité dans un foyer, assurer aussi la continuité de ce foyer et assurer l'éducation des enfants. Pour avoir un homme élu, les grands messieurs que nous recevons aujourd'hui, les pampes, qui nous viennent, nous allons recevoir, c'est à cause de la sexualité bien faite qu'on a mis un monsieur important qui est un pasteur de l'humanité. Il est un produit du sexe. Il a été produit par son père et sa mère, par la sexualité. Et voilà, ça devient un homme du monde. Donc, il est utile que nous puissions pratiquer une bonne sexualité et assumer cette sexualité. Et c'est la clinique du moment, l'institution de santé sexuelle, qui assure cette continuité de soins et cette continuité de conseils et d'orientation. Merci beaucoup, Dr Michel Louonia. Je rappelle que vous êtes le médecin directeur de la clinique du moment à Kitambo Magasin. Mais nous vous donnons l'opportunité de faire un petit message, un petit conseil pratique à la fin de cette émission. Merci pour ceux qui nous ont suivis. Nous avons organisé en 2023 des séances et des consultations du foyer. Ces séances ne sont pas payées, madame. Okay. La clinique du moment ne fait pas payer les gens ni consultation, ni le frein de rendez-vous. Si vous venez en couple. Vous venez en couple, vous allez payer que votre dossier médical pour nous permettre de vous recevoir. Ces dossiers se paient une fois par an. OK. Et quand vous avez votre dossier, vous pouvez nous appeler, même à notre numéro à la maison, on vous donne le traitement. Et notre numéro, c'est 081 052 57 08, 081 052 57 08, et le numéro du docteur, que vous pouvez avoir des conseils, même les consultations par téléphone ou à domicile. Nous le faisons bien. Soyez-en à bonne santé sexuelle et la vie vous sera mieux.
Merci beaucoup. Le docteur a dit, la vie vous sera mieux et c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette émission. Mesdames, Messieurs, nous avons parlé de dysfonctionnement sexuel chez la femme et ses complications sur la reproduction. Vous avez suivi très attentivement avec le docteur Michel Ouonia de la Clinique du Moment. Les téléspectateurs, merci à vous de nous suivre de partout. Je dis un grand merci à mon équipe technique, Papa Freddy Manzaka, merci à vous. Montréal, Lazik Makoukoula, merci à toi et merci au caméraman André Capins. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de Parole aux médecins. Bye bye.